L'Inquisition espagnole au XVIe siècle. Première chose qui nous frappe avec un sujet pareil, c'est que l'Inquisition espagnole est dans l'imaginaire le territoire des extrêmes, amenant notamment l'un de ses spécialistes, Pierre Chonu, à offrir dans les annales une citation qui nourrit à l'époque de justes reproches. Ainsi, dit-il, la Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Alors certes, cette affirmation est au mieux maladroite, au pire malhonnête. Reste qu'elle vise avant tout à déconstruire la légende noire de l'Inquisition, qui a toujours le cuir épais de nos jours, presque 50 ans après cette citation. Après tout, si on estime que la Révolution française a fait des dizaines de milliers de victimes durant la Terreur, on estime également que l'Inquisition aurait entraîné 3000 condamnations à mort durant toute son histoire en Europe. Ce qui n'est pas tant que ça au final. Donc oui, quand on parle de l'Inquisition, mieux vaut prendre de la distance avec l'image que l'on s'en fait, soit des sorcières brûlées par milliers, des condamnations arbitraires et l'emploi des pires sévices pour que la victime confesse ses crimes. L'Inquisition, c'est avant tout une structure permanente de détection et de répression de l'hérésie, instaurée par la papauté et motivée par la montée en puissance de l'hérésie cathare à la fin du XIIe siècle. Mais si elle conduit à quelques croisades, arrivée au XVIe siècle, l'Inquisition est depuis longtemps entrée en quasi-léthargie dans toute l'Europe. Ce n'est qu'avec les progrès foudroyants du protestantisme au cours de ce siècle que l'Inquisition est ranimée par la papauté au courant des années 1540, pendant le Concile de Trente. Néanmoins, Rome échoue à revivifier cet appareil de répression contre l'hérésie des réformés à travers l'Occident, et les royaumes refusant de part et d'autre de s'y soumettre. En effet, deux formes de résistance font leur entrée en Europe. Tout d'abord, ceux qui cherchent à avoir leurs propres organes inquisitoriaux, comme Venise, l'Espagne ou le Portugal. Ensuite, la France, qui préfère laisser ses affaires aux cours de justice à la fois laïques et ecclésiastiques, qui existaient déjà. C'est sans parler des royaumes qui prennent le parti d'épouser la religion jugée hérétique, à l'instar de l'Angleterre sous le règne d'Henri VIII. Bref, l'Inquisition, telle qu'elle fut, est loin de celle qu'on imagine, en amont de tous nos fantasmes sanguinaires. De mon côté, je m'en tiendrai à parler de l'Inquisition espagnole au XVIe siècle, avec quelques questions en tête. Sa légende noire est-elle fondée ? Comment fonctionnait cet organe de justice ? Quels étaient les différents protagonistes ? Comment se mariait l'Inquisition avec le royaume ? En outre, qu'est-ce que ça pouvait être que de vivre au XVIe siècle en Espagne et sous le prisme de l'Inquisition ? Pour commencer, l'Espagne du XVIe siècle était un espace géographique rattaché au Saint-Empire romain et germanique, jusqu'en 1556, où son empereur Charles Quint décida d'abdiquer. Sitôt, des territoires furent perdus suivant les élections ayant cours dans le Saint-Empire romain et germanique, Ferdinand Ier prenant la souveraineté de ce qui correspond grossièrement à l'Europe centrale. En parallèle, Philippe II, fils de Charles Quint, hérita de l'Espagne, de Naples, de Sicile et des Pays-Bas. En 1580, il faut ajouter à cela que le Portugal fut rattaché à son royaume, qui était dans les faits un empire colonial. En effet, n'oublions pas l'importance qu'a eu la péninsule espagnole dans la conquête du Nouveau Monde. Dans cet ordre d'idées, ne citons que le traité de Tordesillas, qui partagea en
1494 ce vaste territoire entre l'Espagne et le Portugal, avant de ne faire plus qu'un. Avec de telles possessions, il ne faut pas s'étonner que cette période ouvre sur l'âge d'or de l'Espagne, se justifiant principalement par l'importation en or et en argent depuis le Nouveau Monde et transitant jusque dans l'empire des Ming. C'est sans parler de son hégémonie militaire, avec ses célèbres tercios, réputés pour leur invincibilité. Néanmoins, si l'Espagne était une grande richesse, sa structure économique se révélait en elle-même médiocre, en comparaison avec la France qui générait approximativement les mêmes recettes, seulement grâce à sa fiscalité. L'agriculture, en particulier, était sur le déclin. C'est sans parler que l'expulsion des Juifs et des morts décimèrent l'économie des campagnes espagnoles, qui de surcroît perdirent des centaines de milliers de sa population sous l'effet des immigrations successives vers l'Amérique. De fait, pendant que l'Espagne s'engorgeait des richesses du Nouveau Monde, ses structures économiques prenaient du retard sur celles des royaumes voisins, de quoi nuancer considérablement cet âge d'or. Ce contexte géographique et politique posé, recentrons-nous maintenant un peu sur l'histoire de l'Inquisition espagnole en elle-même. Cette dernière a vu le jour en 1478, à la demande des rois catholiques, qui souhaitaient ainsi réaliser l'unité non seulement politique, mais surtout religieuse de leurs États. Ce qui est compréhensible au crépuscule de la Reconquista. En règle générale, le premier nom qui nous vient en tête sur ce sujet, c'est Torquemada, qui joua un rôle essentiel à la fin du XVe siècle. Jusque-là, cette institution se limitait à démasquer les Juifs faussement convertis dans le diocèse de Séville. C'est que le décret de 1492 conduisit à l'expulsion des Juifs. Et il faut bien se dire que, de manière parfaitement logique, tous ne souhaitaient pas quitter le territoire. Il n'est pas bien étonnant que pour rester, les conversions au catholicisme furent artificielles chez de nombreux Juifs. En guise de réponse à cette situation, Torquemada, qui a la réputation qu'on lui connaît, étendit la compétence de l'Inquisition à toute la Castille, en créant des tribunaux permanents dans les principales villes que sont Cordoue, l'Andalousie, Rennes et Sierra Morena. À partir de 1517, avec l'apparition de la religion réformée, les protestants furent à leur tour pourchassés, bien qu'ils n'aient jamais été nombreux sur la péninsule ibérique. Ces derniers avaient davantage prospéré de l'autre côté des Pyrénées. Parmi les autres cibles de l'Inquisition espagnole, on pourrait bien sûr parler des morts, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés à leur tour en 1609, mais aussi, pour les moins connus, des alumbrados, des illuministes et des beatas, qui apparaissaient comme des courants hérétiques ou des déviances de la foi catholique. Au final, contrairement à l'idée que l'on s'en fait, l'Inquisition fut plutôt indulgente vis-à-vis des sorcières, du moins en Espagne. En effet, l'Inquisition espagnole appliqua rarement les condamnations à mort envers les sorcières, ayant tendance à les prendre en pitié, les tenant pour des victimes plus que pour des criminels. Certes, il était admis que certaines pratiques impliquaient un pacte avec le diable. Certes. Malgré tout, les autorités inquisitoriales se montraient assez indulgentes envers les superstitions du peuple. Seuls les cas où aucune explication naturelle n'était trouvée entraînaient des poursuites pour sorcellerie, les dénonciations vagues suscitant la méfiance des juges.
De même, pour les aveux des présumés coupables, car après tout, on peut faire dire n'importe quoi à de faibles femmes, telles qu'on se les représentait à l'époque. Autant que faire se peut, l'Inquisition évitait d'envoyer en prison des simples d'esprit. Et quand bien même une poursuite s'avérerait inévitable, pour que des faits deviennent passibles de la peine de mort, il fallait passer par des instances supérieures, un peu à l'instar de nos propres tribunaux. Quand on s'attarde sur les inquisiteurs, on a l'impression que pour la majorité, la sorcellerie s'expliquait par l'ignorance. En réponse à cela, on préférait instruire plutôt que réprimer, car dans certaines vallées du pays, les habitants n'avaient aucune instruction religieuse et demandaient de faire appel à des missionnaires plutôt que d'allumer les bûchers par milliers. Au final, la superstition préoccupait moins le Saint-Office que le protestantisme. De plus, ce qui faisait la force de l'Inquisition, c'est qu'elle prenait le temps nécessaire pour examiner au mieux les affaires qui lui étaient soumises. Rares furent les cas où les jugements se firent dans la précipitation. Cliché du jugement arbitraire, au revoir. Tout cela nous amène maintenant au fonctionnement de cet appareil inquisitorial. L'Inquisition espagnole était une institution très hiérarchisée. Au sommet se tenait le Conseil suprême de l'Inquisition, parfois appelé la Suprema, présidé par un inquisiteur général. La Suprema comprenait 4 conseillers et 2 secrétaires. Donc, parmi ces secrétaires, il y en avait un pour la Castille et l'autre pour l'Aragon, plus 2 représentants du Conseil de Castille. Les membres étaient nommés par le roi, sur proposition de l'inquisiteur général, qui établissait une liste de 3 noms pour chaque poste à pourvoir. Il s'agissait d'un conseil de gouvernement dépendant entièrement du pouvoir civil, même si ses attributions n'ont jamais été clairement définies, car après tout, seul l'inquisiteur général était censé disposer d'un pouvoir de décision dans les affaires d'hérésie. Mais comme vous l'avez compris, il y a d'une part l'officiel et de l'autre l'officieux. En pratique, la Suprema était essentiellement chargée d'examiner en appel les jugements rendus par les tribunaux provinciaux. À partir du milieu du XVIe siècle, elle s'occupa également de communiquer des circulaires aux tribunaux afin de coordonner tout le monde, de coordonner leur action, si on veut, et les éclairer sur la marche à suivre dans tel ou tel domaine. Au niveau local, chacune des principales villes possédait un tribunal inquisitorial autonome, qui était en général composé de 2 inquisiteurs, 2 secrétaires, un accusateur public, un officier de police, un receveur, un nonce, un portier, un magistrat chargé d'administrer les biens mis sous séquestre et confisqués, ainsi que d'un médecin. Tous ces agents étaient nommés par l'inquisiteur général seul, sans consultation de la Suprema. Aussi, théoriquement, à sa mort, tout le personnel que l'inquisiteur général avait mis en place dans le district perdait immédiatement toute compétence. Enfin, je vous laisse imaginer le bordel que ça aurait fait s'ils avaient effectivement agi ainsi. Dans la pratique, les différents successeurs se sont contentés de renouveler les délégations mises en place par les prédécesseurs, par souci de continuité. Dans ces tribunaux locaux, les inquisiteurs décidaient des arrestations, instruisaient les procès et prononçaient les verdicts. Leur profil divergeait assez de l'image que l'on s'en fait. Soit des moines dominicains totalement fanatiques, à dire vrai, ces derniers étaient minoritaires. On leur préférait des membres du clergé séculier, plus dociles que les réguliers, qui dépendaient in fine du pape. La plupart avaient une solide formation de juristes, des titulaires d'une licence ou d'un doctorat, spécialisés dans le droit canonique, aux dépens des théologiens à proprement parler. La première conséquence à cela
c'est la durée que prenaient les procès. Effectivement, ces juristes avaient le souci de tout vérifier et de ne négliger aucune règle de procédure, retardant considérablement les choses, ce qui n'arrangeait pas forcément les accusés, car pendant ce temps, ils étaient maintenus en détention. Mais au moins, les juristes présentaient l'avantage d'être plus rigoureux sur la valeur des témoignages et des preuves. Ce qui, là, par contre, a pu arranger les accusés, notamment dans les affaires de sorcellerie. À titre d'exemple, ces inquisiteurs avaient tendance à considérer comme sans valeur des témoignages recueillis auprès de mineurs. Ils n'accordaient guère plus d'importance à la parole des vieillards, des femmes ou bien des témoins qui étaient notamment partiaux et qui cherchaient par tous les moyens à nuire aux accusés. Cependant, à noter qu'à la fin du siècle, la formation des inquisiteurs tend à se négliger. Au final, plus que les mérites acquis d'un point de vue religieux, c'est plus le service du roi qui compte pour devenir un inquisiteur. Maintenant que nous avons vu tout ça, centrons-nous plus sur les différents agents qui composaient ces tribunaux locaux. Tout d'abord, l'accusateur public, aussi appelé procureur ou fiscal, enregistrait les délations et décidait s'il y avait lieu ou non d'engager des poursuites contre un suspect. Il mettait en forme l'acte d'accusation, menait des recherches au préalable et interrogeait les témoins. Il n'avait pas les pouvoirs de l'inquisiteur, mais l'assistait, si bien que, après quelques années de service, il n'était pas rare pour lui d'évoluer comme inquisiteur. C'était même ce qui se passait le plus souvent. Les secrétaires, quant à eux, assistaient à tous les interrogatoires et dressaient les procès-verbaux à chaque étape de la procédure, que ce soit la déposition des témoins, la déclaration des accusés, les séances de torture, les délibérations et jusqu'à leur sentence. Avec les inquisiteurs et les accusateurs publics, ils étaient parmi les seuls à avoir accès aux archives du tribunal. Contrairement au premier, les secrétaires étaient permanents, sauf exception, et incarnaient la mémoire du Saint-Office, à l'instar de nos archivistes. L'officier de police, ou alguacil, était lui chargé de procéder aux arrestations et à la mise sous séquestre des biens des accusés, avec l'aide d'un magistrat. Il remettait le détenu au geôlier, chargé de l'isoler du monde extérieur durant toute la procédure. Outre les agents rémunérés du Saint-Office, il faut bien imaginer qu'autour de ça, il existait tout un personnel de bénévoles. Des mecs qui n'étaient pas payés, oui c'est bien ça. Il y avait parmi eux des qualificateurs, des consulteurs, des représentants de l'ordinaire, des commissaires et enfin des familiers. Après tout, les inquisiteurs traitaient parfois d'affaires qui demandaient des compétences dépassant les leurs et nécessitant de recourir à une aide extérieure. Dans les cas les plus délicats, ils prenaient l'avis de théologiens confirmés, souvent des professeurs dans des universités ou des moines, que l'on appelait des qualificateurs. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils qualifiaient si l'affaire en question entraînait ou non une hérésie. Ils pouvaient également se prononcer sur des livres jugés douteux du point de vue théologique. Dans certains cas, les inquisiteurs pouvaient aussi faire appel à des consulteurs, soit des juristes membres d'une autre institution à qui ils demandaient leur avis sur les aspects juridiques d'une affaire et sur les sanctions appliquées. Ces consulteurs participaient à la phase finale d'un procès et à la rédaction du verdict, mais seulement à titre consultatif. Après tout, ce sont des consulteurs, sans voix délibérative. Quant aux représentants ecclésiastiques, qui étaient désignés par l'évêque du lieu,
il était associé à la décision finale et voté au même titre que les inquisiteurs. En bout de ligne, il y avait les commissaires et les familiers. Si les commissaires devaient normalement se borner à recevoir les dénonciations, accumuler les témoignages et les envoyer à la Suprema, dans les faits, ils outrepassaient souvent leur pouvoir pour poursuivre et juger des individus. Les familiers, enfin, faisaient partie de l'entourage ou de la famille des inquisiteurs. Ils étaient chargés de surveiller la population et de dénoncer les agissements et les propos suspects, de susciter des délations et de prêter main forte aux inquisiteurs pour arrêter les hérétiques. On peut voir à travers une forme de police privée de l'Inquisition, si on veut. Et si au commencement, ils étaient d'origine populaire, avec le temps, de plus en plus de notables rejoignirent le rang des familiers, jusqu'à devenir majoritaires. Petite nuance tout de même, cette réalité s'accordait moins avec l'Aragon où on continuait de recruter dans les couches populaires. Voilà un peu pour les différents acteurs. Mais comment pouvait se passer grossièrement une procédure inquisitoriale ? Une telle procédure se faisait en 3 phases. Il y avait le temps de grâce, le procès et la sentence. Le temps de grâce débutait lorsque les inquisiteurs s'installaient dans une ville. Les individus étaient alors invités, cordialement, dans un délai de 30 à 40 jours, à se présenter devant eux pour se dénoncer comme hérétiques, ou alors en dénoncer d'autres. Ce qui était très sympathique. Les accusés d'hérésie étaient alors emprisonnés dans les prisons secrètes de l'Inquisition jusqu'au procès. Leurs biens étaient confisqués pendant ce temps, afin de payer leur pension quotidienne dans les geôles dites de miséricorde. Une miséricorde un peu vénale, il faut bien admettre. L'accusé ne connaissait pas le motif de son arrestation, se voyant présumé coupable et devant prouver son innocence. Lorsque le procès s'ouvrait, le procureur dressait un acte d'accusation qui était lu. Puis il invitait l'accusé à confesser ses erreurs, ses fautes, comme hérétique. Et si ce dernier ne s'exécutait pas, il pouvait être torturé. Suivant la gravité du crime commis, la sentence débouchait sur des peines plus ou moins sévères. Les plus faibles consistaient en des amendes à payer, ou à la condamnation à porter un vêtement d'infamie appelé le San Benito, qui jetait l'individu aux marges de la société. L'échelle des peines se poursuivait par l'emprisonnement ou l'assignation aux galères, et la peine maximale pour les condamnés qui persistaient dans leur hérésie était la condamnation à mort sur le bûcher. Quelle que soit la sentence, le jugement s'achevait sur une dénonciation publique et spectaculaire entourée d'un beau cérémonial rituel qui est bien connu de nous tous, soit l'autodafé. Reste à savoir quelles étaient les limites du pouvoir de cette organisation. Pour commencer, l'Inquisition espagnole était un tribunal ecclésiastique placé sous l'autorité de l'État. Le roi d'Espagne était autorisé par le pape à nommer l'inquisiteur général, comme je l'ai déjà parlé plus tôt. Ces derniers disposaient alors de pouvoirs qui relevaient autrefois des évêques. Formellement, l'Inquisition tenait sa légitimité à lutter contre l'hérésie du pape. Enfin, il le tenait du pape, même si l'appareil apparaissait dans les faits comme assujetti à la couronne espagnole. L'inquisiteur général subdéléguait lui-même les pouvoirs ainsi reçus aux inquisiteurs des districts. Il est évident que le roi était particulièrement vigilant dans la nomination de son inquisiteur général, considérant la puissance politique que ce dernier recevait. Le plus souvent, ce poste était tenu par une personne aux origines modestes. Au XVIe siècle, plus particulièrement, le roi privilégiait les prélats,
qui était déjà archevêque de Séville ou de Tolède, ou encore qui avait été membre ou président du Conseil de Castille. La plupart firent leurs études dans l'une des 3 grandes universités du royaume, que ce soit Salamanque, Valladolid et Alcalá. Contrairement à Torquemada, ce bon vieux Torquemada, ses successeurs ne seraient passés pour des fanatiques, très attentifs aux questions politiques du moment, comme l'imposait leur posture dans le royaume. On dit souvent de l'Inquisition que sa force n'était pas ses hommes, mais l'institution en elle-même. On peut notamment s'étonner que le rang des bénévoles dans l'Inquisition ait rencontré un tel succès, à l'instar des familiers. Cela s'expliquait par les avantages que leur procurait leur statut, en particulier le droit de porter des armes, mais surtout, à l'instar de tous les membres du Saint-Office, ils échappaient à la justice ordinaire et même à la justice ecclésiastique, ne dépendant que des tribunaux de l'Inquisition. Après tout, rien ne devait faire obstacle aux inquisiteurs dans l'accomplissement de leur mission. S'y opposer constituait un délit passible des mêmes peines que celles encourues par les hérétiques. Il fallait éviter que l'Inquisition puisse être assujettie à des pressions extérieures, devant agir comme un organe indépendant. Seul le pape, au final, pouvait excommunier un inquisiteur et lui infliger une sanction. C'était là un privilège incroyable qui n'appartenait jadis qu'aux inquisiteurs avant de s'étendre à tous les membres du Saint-Office, y compris le personnel subalterne, ainsi qu'à leurs parents et à leurs domestiques, même quand il leur arrivait de commettre quelques impairs, que ce soit des vols, des attaques à main armée, voire des assassinats. Et autant dire que le tribunal de l'Inquisition protégeait le mieux ses membres, leur garantissant une forme d'immunité. En effet, pour se mettre dans l'esprit, quand un agent du Saint-Office commet une faute, il convient de le réprimander, d'accord. S'il persiste, il sera blâmé en présence de ses collègues pour lui faire « Monsieur, c'est vraiment très mal ce que vous avez fait ». Si cela ne suffit toujours pas, il faudra revoir la question avec l'ensemble du personnel, mais on évitera, autant que faire se peut, d'aller plus loin. Tout cela se justifiait très simplement. La réputation de l'Inquisition était plus importante que tout. Car révoquer un membre de l'Inquisition, cela aurait été donner des armes aux ennemis de la foi. Bien sûr, les victimes de ces abus pouvaient toujours faire appel devant la Suprema. Ils pouvaient au moins obtenir que cette instance examine les litiges et, le cas échéant, lève les interdits ainsi que les censures abusivement prononcées dans les tribunaux provinciaux. Reste que cet avantage exorbitant des membres du Saint-Office était accompagné par bien d'autres, comme d'être exemptés de certains impôts, ou encore d'être dispensés de loger des soldats ou de fournir des bêtes de somme pour la logistique militaire. De plus, les habitants étaient tenus de loger à leurs frais les agents de l'Inquisition en déplacement. S'ajoute à cela la question de la préséance, les agents de l'Inquisition passant avant les membres du clergé, ainsi que les représentants de l'État, si haut placés soient-ils, en raison du caractère sacré qu'ils ont reçu directement du pape. Et pour faire respecter cette prééminence, le Saint-Office n'hésitait pas à brandir les armes canoniques, par exemple les excommunications, ce qui faisait peur à l'époque. Tout cela explique que cette institution ait été si redoutable. En outre, on pourrait également s'étendre longuement sur le mode de financement de l'Inquisition, qui pourrait constituer un sujet à part entière, même si je me doute que c'est pas le sujet qui intéresse le plus les gens ici. Après tout, le Saint-Office n'a jamais été une bonne affaire dans la mesure où il tirait le gros de ses revenus des confiscations des biens des hérétiques, justifiant notamment les rumeurs mettant en cause la cupidité de l'institution qui s'acharnerait sur les conversos riches afin de mieux les dépouiller. Est-ce que c'était totalement faux? La question peut se poser de manière légitime, je pense. Ce n'est qu'en 1559 que l'Inquisition acquiert une autonomie budgétaire grâce à l'action de l'inquisiteur général Fernando de Valdés, un bon monsieur qui adorait les polémiques à l'époque. Mais ce sont là des sujets qui intéressent finalement peu notre problématique.
L'objectif ici a été avant tout de livrer un panorama qui permettrait à nous autres de mieux nous représenter la réalité de cette organisation, mère de tous les fantasmes. Nous avons pu observer notamment que sa légende noire était contredite par un appareil juridique efficace, plus favorable aux accusés que ne l'étaient au final les tribunaux laïques. Et l'Inquisition espagnole du XVIe siècle, loin d'être obsédée par la chasse aux sorcières comme on s'imagine tout le temps, se concentrait surtout à combattre l'hérésie sur son territoire, davantage menée par des juristes plus proches du monde laïque qu'autre chose, ce qui bat en brèche l'image de l'inquisiteur sanguinaire et fanatique que l'on se fait aujourd'hui, même si je me doute que ça a dû exister ici et là. Voilà. Ce faisant, ils sont parvenus à s'épargner les conflits religieux comme on en voyait apparaître dans le reste de l'Europe à partir des thèses de Luther en 1517. Je pense aux guerres de religion en France, aux troubles politico-religieux en Angleterre, à la guerre de 30 ans dans le Saint-Empire romain germanique, si bien que l'on surprit souvent les ultra-catholiques en France diriger l'Espagne comme un modèle de lutte contre l'hérésie réformée, tandis que les royaumes protestants s'attelaient à ériger une légende noire autour de cette inquisition qui aura traversé les siècles jusqu'à nourrir notre imaginaire dans les œuvres de fiction les plus récentes. L'institution de l'Inquisition n'en demeurait pas moins extraordinaire dans les privilèges qu'elle remettait à ses membres, donnant l'espace à des abus que les sources ne permettent décemment pas de relever, dans la mesure où le Saint-Office étouffait ses affaires en interne. Ainsi, il demeure beaucoup de questions pour se représenter la réalité des pratiques de cette Inquisition espagnole au XVIe siècle. Mais déjà, entre les lignes, il est permis de dessiner une fiction qui sort un peu des clichés habituels, pour plutôt mettre en lumière une organisation régulatrice des mœurs dans un territoire hétérogène, s'intéresser au parcours de vie d'un Conversos et au regard qui pouvait être jeté sur lui par le commun des habitants à l'endroit de ces boucs émissaires, qui n'étaient pas si nombreux que ça à se faire consumer par les flammes, mais qui ne devaient pas moins souffrir de cette mise au banc de la société, notamment avec ces certificats de propreté du sang que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Bref, il faut bien un moment s'arrêter. Il faut bien un moment que je m'arrête, sinon je pourrais continuer encore des heures, mais j'espère en tout cas que ce petit exposé vous aidera à mieux vous représenter un aspect du royaume d'Espagne au XVIe siècle.